Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue aujourd'hui pour parler de la transition numérique avec la 5G. Donc le principe de cette réunion, c'est que je vous propose que nous ayons tout d'abord un temps d'écoute où nous donnerons la parole à l'ANFR pour présenter effectivement qu'est-ce que la 5G, puis ensuite la FFT, Fédération française des transitions des télécoms. On est beaucoup dans la transition. Hein. Donc Fédération française des télécoms prendra à ce moment-là la parole pour à ce moment-là parler beaucoup plus des usages. Donc le principe, c'est que suite à ces deux présentations qui seront assez rapides, à peu près 40 minutes sur l'ensemble des trois interventions, nous serons sur un temps d'échange de questions que vous pourrez nous poser. Alors pour cela, sur l'application Starleaf, vous avez la possibilité d'avoir une petite main qui vous permet effectivement de lever la main de façon à ce qu'on puisse vous donner la parole et que vous puissiez prendre la parole, poser votre question. Et nous sommes vraiment à votre disposition. En tout cas, la NFR et la FFT est présente pour répondre à toutes vos questions. Il y a la possibilité aussi d'écrire sur le chat. Voilà, écoutez, je vous propose de démarrer. Je ne me suis pas présentée, je suis Florence Presson, je suis adjointe au maire en charge des transitions. Et j'ai la chance d'avoir organisé cette réunion avec Numa, que je laisse se présenter. Merci beaucoup Florence. Numa Isnar, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct. Donc nous sommes ravis de vous voir ce soir connectés pour parler de ce sujet très important. Et effectivement, comme l'a dit Florence, nous avons la chance de recevoir des experts de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui est l'agence publique en charge de toutes les affaires du spectre des ressources en fréquences, et qui va donc avoir cet apport expertable sur les questions de 5G. Nous avons le plaisir de recevoir deux intervenants. Tout d'abord Pascal Pagnou, qui est ici présent à la mairie de Sceaux, qui est le responsable du service régional à la direction du contrôle du spectre. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons également à distance monsieur Jean-Benoît Agnani, qui est le sous-directeur de la division espace de la NFR. Sans plus attendre, nous rentrons directement dans les aspects techniques et technologiques de la 5G. Cher monsieur, c'est à vous. Ouais, merci. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous faire une présentation animée sur plusieurs axes. Présentation de la NFR. Ensuite, on va parler des démolitions radioélectriques, qui est le cœur du sujet. On vous montrera aussi un peu comment ça se passe au niveau des mesures de mesures de champ, avec un focus un peu général sur les ondes radio qui va nous amener progressivement vers la 5G. Mon collègue Jean-Benoît commentera sur des aspects au fil de l'eau, si nécessaire, notamment sur la 5G. Et donc là, pas toute question, bien sûr, c'est pour la fin. Donc le spectre économique, comme vous savez aujourd'hui, nous baignons dans les ondes électromagnétiques. Donc les applications, elles sont multiples, elles évoluent de façon exponentielle entre le très haut débit, les chaînes TNT, l'internet d'objets et ville intelligente, bien sûr. Et puis bien sûr la 5G qui est au cœur aujourd'hui des discussions, qui arrive à vitesse grand V. Alors qu'est-ce que c'est que la NFR? En fait, nous sommes établissement public placé sous la tutelle du ministre des Chargés des communications électroniques. Donc 304 agences, 6 directions, avec 3 axes: c'est la gestion des bandes de fréquences, la gestion des sites et le contrôle du spectre, la direction de contrôle du spectre auquel j'appartiens. Comme en fait, je suis en charge du brouillage sur 24 départements. Et également sur toute la partie contrôle de conformité, et aussi bien sûr les réunions publiques pour expliquer et présenter et assurer, nous sommes gardiens du spectre et gendarmes des fréquences. Alors, avant de rentrer dans le domaine, un petit rappel de physique sur les ondes, puisque les ondes, en fait, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, malheureusement. Alors c'est l'ingénieur qui parle, formation ingénieur, mais c'est également, donc nous ne sommes pas médecins, on le rappelle. On va parler de techniques et on va parler aussi de niveau de champ. Alors, avant ça, qu'est-ce que c'est une onde radioélectrique, souvenir de physique, on a un signal avec un champ E et H orthogonaux qui se propage sur une direction donnée. Le niveau de champ radioélectrique est une unité qui se mesure en volts par mètre. Donc l'air
Un vol par mètre, c'est un vol sur une distance de 1 mètre. Donc, schématiquement, comme si on avait une pile qui faisait 1 mètre de distance. Et donc, les antennes, c'est quoi? C'est une antenne avec une puissance, une hauteur, un diagramme, ce qu'on appelle l'azimut et le titre, c'est-à-dire l'azimut, c'est en clair l'angle horizontal. Donc, la rotation de l'antenne qui se fait en règle générale sur 360 degrés. On compte ce qu'on appelle beaucoup de trisectoriel, c'est-à-dire quand on parle de trisectoriel dans le jargon radioélectrique, il s'agit de 3 secteurs qui couvrent en fait pratiquement les 360 degrés. Alors, les puissances, il faut être très prudent. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on fait les calculs de physique, on s'aperçoit que à une certaine distance donnée, eh bien, le champ électromagnétique décroît à 1 sur D, la puissance à 1 sur D carré. Ce qui veut dire, en clair, qu'à 100 mètres, une antenne qui peut faire peur pour certaines raisons, rationnelles ou irrationnelles, à 100 mètres, en fait, on n'est pas sur 1/100 du niveau de puissance, on est sur 1 sur 10 puissance 4, 1 sur 10 millième. Et c'est d'autant plus important que ça, il s'agit d'une relation mathématique en espace libre. Et lorsqu'on attaque des propagations de milieu urbain dans urbain, on n'est pas même pas en 1 sur D2, on est en 1 sur D4. Donc ça veut dire que le niveau de champ reçu de l'antenne à une certaine distance va être extrêmement faible. À la différence du portable qui lui va se trouver près du cerveau. On parlera tout à l'heure du DAS, du bit d'absorption spécifique. Donc il faut bien distinguer en fait les deux choses. Alors je profite d'une parenthèse. Parfois les gens ne comprennent pas pourquoi il est plus prudent de téléphoner près de l'antenne que loin. Pourquoi? Parce que si vous éloignez d'une antenne, il va falloir que votre portable donc gère ce qu'on appelle la variation de puissance et se mettre donc à niveau et donc émettre plus fort. Ce qui veut dire émettre plus fort, ça veut dire avec une montée en puissance du portable et donc une température du mobile. À la différence de se trouver près de l'antenne, qui est à la limite plus rassurant. On en discutera un petit peu plus tard tout à l'heure. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le réseau c'est quoi? C'est une nid d'abeille. Une nid d'abeille c'est une surface optimale qui permet pour ainsi d'avoir un monosecteur, voire 3 secteurs pour toutes les directions. Oui. Alors évidemment, la technologie, on est parti du 2G, 3G, 4G. On verra qu'avec la 5G, on a une technologie un petit peu différente sur le plan radioélectrique, mais évidemment, on est toujours sur le même problème, c'est-à-dire couvrir avec un minimum de puissance et un maximum de surface. Donc, couverture par secteur, dès qu'un utilisateur reçoit un signal, tout le secteur est couvert par le système radio. Alors, la nécessaire exposition au public, en fait, il y a un processus en 5 étapes. La première chose, c'est que nous veillons au respect des valeurs à la limite réglementaire. Je vais en parler tout à l'heure. Il n'est hors de question de dépasser un certain niveau de champ qui dépend en fait de valeurs médicales, notamment une courbe OMS. Te dire un jour le protocole de mesure, donc qui est un protocole qui est par la NSR et donc qui est un protocole public. 3, le dispositif de stade de mesure de champ, qui fait partie justement de notre prérogative et donc de la concertation et la communication. Et j'en parlais tout à l'heure, la conformité des terminaux sur le marché du DAS, c'est-à-dire le DAS, c'est d'habilitation spécifique. Donc aujourd'hui, tout appareil connecté depuis le 1er juillet, alors c'était le cas avant pour les mobiles, maintenant c'est tous les appareils connectés du 20 000 watts, on doit passer obligatoirement le débit d'attention spécifique, c'est-à-dire une valeur, on pourra parler tout à l'heure, qui ne doit pas dépasser 2 watts par kilogramme notamment. Ce qu'on appelle alors on a trois parties sur un côté humain, on a la tête, le tronc et puis les membres, donc on ne doit pas dépasser 2 watts par kilo. Et pour les membres, c'est 4 watts par kilogramme. Voilà, donc nous effectuons des contrôles réguliers donc dans plusieurs établissements pour s'assurer que tout ce qui est connecté respecte bien ces normes. Et enfin l'exposition, améliorer la formation et la concertation, puisque là mon collègue notamment qui est en charge de direction qui s'occupe de ça, notre rôle c'est d'assurer que le niveau de champ ne dépasse pas qu'on va appeler valeur donc d'accréditation, j'en parlais tout à l'heure. Alors voilà cette fameuse courbe en U. Comment ça marche? En fait, c'est une courbe qui a été fixée par le décret 2002-775 du 3 mai 2002, qui en fait, en correction européenne du 12 juillet 99, en abscisse, on a les fréquences radio qui partent d'une basse fréquence de 10 kHz jusqu'aux 100 gigas. Et en fait, l'idée, c'est que ces valeurs qui ont été données par l'OMS, vous avez en fait toutes les fréquences
du compteur Linky en passant par les radios FM, la TV, téléphonie mobile notamment, qui nous intéresse le plus. Donc en clair ici, la téléphonie mobile, les 36 à 61 volts par mètre, c'est le niveau de champ qu'il faudrait, donc qui est 50 fois en dessous du niveau de champ qu'il faudrait pour augmenter la température de 1 degré. Et c'est un petit peu compliqué, mais en fait, cette courbe est une référence qui est formellement interdit de dépasser. Donc, bien sûr, lorsqu'un émetteur apparaît sur le territoire, il y a ce qu'on appelle les autorisations, notamment plus 5 watts, on effectue des contrôles sur site et on a un guide public sur les périmètres de sécurité, puisqu'il ne faut pas oublier que on a aussi des gens qui interviennent sur les antennes, notamment la règle des travailleurs, entre guillemets, donc qui n'ont pas les mêmes valeurs que du niveau de champ. Alors, le protocole de mesure, comment ça se passe? Eh bien, on verra tout à l'heure, c'est-à-dire que toute personne lambda qui serait à même de mesure de fréquence gratuitement pourra saisir donc la NFR, donc en passant par un protocole que j'ai expliqué. Et donc, il y a un laboratoire qui est accrédité COFRA qui va se déplacer chez l'habitant et qui va effectuer des mesures à l'intérieur ou à l'extérieur de façon à contrôler le niveau de champ. Ensuite, ces mesures sont publiées sur Carto Radio, qui est donc le site de la NFR, et donc avec toute transparence et qui permet donc de voir effectivement les mesures qui ont été faites. Donc le niveau de champ, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ça concerne aussi bien sûr, les antennes classiques que le compteur Linky, par exemple. Voilà. Alors il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que, comme je disais précédemment, nous sommes baignés par des ondes radio électromagnétiques. Donc quand on fait une mesure sur un point M d'habitation, il faut voir que on a affaire à la superposition des signaux, c'est-à-dire qu'on va additionner l'onde Wi-Fi qui arrive sur ce point avec la réception du mobile sur une fréquence donnée. On va avoir aussi la réception de bande FM, etc. Donc en fait, on va faire une somme de sinusoïdes et on sera capable après, selon les cas, si on a affaire à ce qu'on appelle le KB, d'extraire en fait la substantique moelle de cette onde radio si jamais on observait ce qu'on appelle un point atypique, c'est-à-dire on en parlera tout à l'heure, un point qui dépasserait le niveau de champ de 6 volts par mètre, considéré comme un point d'accréditation, enfin un point d'attention. C'est pas un point de dangerosité, c'est un point d'attention. Donc comment ça se passe? Donc première chose, la personne a rempli un formulaire. On va aller sur le site servicepublic.fr. Ensuite, cette demande va passer par un organisme habilité. En règle générale, c'est les collectivités locales, les mairies, certaines associations agréées. La NFR reçoit cette demande. Donc 3 étapes. Traitement de la mesure. On va chercher le laboratoire neutre accrédité. Et la NFR va rémunérer ce laboratoire. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vous allez donc la personne qui a demandé ces mesures pourra les observer sur Carto Radio, qui est un site à service public qui est ouvert à tout le monde. Donc ici, j'essaie de chercher les mesures sur Sceaux. Alors sur Sceaux, il y a eu 8 demandes de mesures entre 2014 et 2020. Donc, ce qu'on constate, donc j'ai encadré donc sur un compact borné le niveau de champ entre 0,18 et 1,22. Alors, je pense qu'il y a des administrés qui reconnaîtront nos rues. Vous voyez que par rapport à, on va dire, l'encadrement de la partie mobile que j'ai cité tout à l'heure, entre 21 et 63, on est très en dessous de cette limite. Déjà pour un constat. Alors, pour rebondir sur ce que je suis en train de dire, il faut voir que sur les dernières années, en fait, les nombres de mesures qui sont bien sûr demandées par les administrés de différentes communes de France et de Navarre ont évolué entre 2093 et dernière en 2019, 3600. On n'a pas encore celle de 2020, là on va aller faire ça bientôt. Le niveau médian, on peut le constater aussi là, entre 0,38 et 0,4. Donc une fois de plus, on est très en dessous des valeurs, on va dire, de l'ENS. La quantité à 89%, c'est quoi? C'est en fait, ça correspond à 1% des mesures qui vont dépasser la valeur que vous avez dans la troisième ligne. C'est-à-dire que on va dépasser, on va être à 1,55 sur 1% des cas, 6,1, 5,9. J'en avais parlé tout à l'heure, on considère que nous, qu'à 6 volts par mètre, on va prendre en compte la considération de ce niveau de champ et on va le considérer comme un point atypique. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mais ce point atypique va être traité par la NFR en relation avec les opérateurs ou simplement les instances d'émission, parce qu'on n'a pas forcément grosse partie, c'est l'opérateur mobile, mais on peut avoir aussi des niveaux de champ
un radar ou une émission de télédiffusion qui émet de façon trop forte, donc il faut absolument régler ce problème. Alors, évidemment, l'exposition au milieu urbain est plus élevée qu'au milieu rural, ça se comprend, on regarde la densité des antennes. En extérieur plus élevée qu'en intérieur, faut pas oublier qu'une onde radio va passer par des atténuateurs qui vont dépendre du matériau. On ne se propage pas du tout dans une ville comme on se propage dans une pierre qui fait 1 mètre d'épaisseur, notamment les châteaux, puisqu'on a des cas comme ça. Donc, tout ça, ce sont des calculs d'ingénieurs qu'il faut absolument tenir compte. Et alors, il y a aussi quelque chose de très important dans l'étude radio de l'ingénieur de l'opérateur mobile, c'est que, en fait, le décret du 3 mai 2002 prend en compte les établissements particuliers pour un rayon de 100 mètres. Je m'explique. Ce décret dit que à 100 mètres, à moins de 100 mètres d'une antenne, tout établissement de santé, crèche ou école, applique à l'opérateur, je cite, d'assurer une qualité optimale avec un niveau de champ minimal. Donc, c'est obligatoirement considéré dans le dossier information mairie, donc ça doit rentrer en ligne de compte. Donc les mesures réalisées, donc ce tableau montre effectivement que on a eu une majorité de mesures entre 0 et 1 volt par mètre. Donc en abscisse, vous voyez que entre 1 et 2, et ça décroît très très vite. Donc 80% des niveaux sont inférieurs à 1 volt par mètre quasiment, 50% 0,4 et 1% que j'ai dit tout à l'heure 6 volts par mètre. Donc une exposition stable dans la journée, ce qu'on constate, c'est effectivement le niveau global est un indicateur d'exposition, quelle que soit l'heure d'agent. Alors, les terminaux, donc le débit d'exploitation spécifique, en 2019, on a contrôlé 70 terminaux mobiles. Donc, comment ça se passe? Donc, on a des juristes à l'agence des fréquences qui vont préempter un centre de portable. Ces mobiles vont être examinés par des laboratoires accrédités COFRAC neutres, et puis on va déterminer si effectivement on rentre dans la norme du DAS ou pas. Donc aujourd'hui, on a renforcé cette mesure, on est passé à 91%, donc 30%, de 70 à 91. Et il est question, donc pour 2021, évidemment, avec les 5G et la 5G qui arrivent, de contrôler 140, donc un objectif de 140 mobiles, ce qui est quand même pas mal. Donc la loi Abeille, donc c'est quoi? C'est la conciliation de l'information des concitoyens et le déploiement rapide réseau numérique. Donc il y a 2 axes, on maîtrise l'exposition, donc la concertation pour l'installation et modification d'antennes, ce qu'ils allaient faire, évidemment. Toute antenne qui subit une modification doit passer obligatoirement par NFR. Il n'est pas question de changer une fréquence sans notre accord, il n'est pas question de changer une puissance sans notre accord. Et on a des techniciens qui sont assermentés, qui sont spécialisés dans le domaine. Donc toute personne toute entité qui s'amuserait donc à modifier les choses sans nous prévenir, évidemment, elle se mise à du pénal. Donc évidemment, l'information, on est là pour ça. Aujourd'hui notamment, c'est la question de l'exposition aux équipements terminaux radioélectriques, alors que ce soit téléphone, tablette, boîtier Wi-Fi, etc. Alors comment ça se passe au niveau de l'exposition? Donc l'ingénieur radio de l'opérateur, en fait, va faire des simulations dans un rayon de 100 mètres en zone urbaine et de 100 mètres en rural, à 1,50 m du sol. Il va faire en fait une sorte de découpe de l'onde radio pour mesurer le niveau de champ et regarder où l'exposition est maximale pour chaque antenne. Donc, alors bien sûr, j'ai pris l'exemple de priorité tout à l'heure, les crèches, établissements scolaires, établissements de soins, qui sont ces 3 éléments très importants au regard du décret à moins de 100 mètres, sont bien sûr regardés avec une grande attention. Et en fait, la simulation radio, qui est simplement en fait une loi physique qui va être lancée par un calculateur, un ingénieur, va donner des résultats. Et vous avez le résultat d'un exemple en dessous, c'est-à-dire que on va encadrer un niveau de champ entre 2 valeurs et on va donner des couleurs. Donc, on a, je dirais, de façon assez rapide, à l'œil nu, une estimation de comment la zone est-elle couverte avec ce code couleur. Alors, le fameux point atypique, on en a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, à l'échelle nationale, notre rôle, c'est de veiller à ce qu'on ne dépasse pas cette valeur d'attention. Je répète, c'est pas celle de dangerosité, pardon, mais c'est cette valeur sur laquelle nous considérons, nous, NFR, qu'il faut les traiter. Donc, on a eu un cas de figure en 2018, on a eu 33 points atypiques
Alors, je suis contre mon collègue, on a traité une quinzaine, un peu plus de la moitié, et les autres, en fait, sont toujours, je dirais, on s'arrange, en fait, à agir de façon efficace. Alors, ça peut être une action au niveau d'une antenne, par exemple, modifier le tilt, c'est-à-dire l'angle vertical de l'antenne. Ça peut être une baisse de puissance, ça peut être modification antennaire, etc., etc. Et pour le portable, c'est pareil. Si on s'aperçoit d'un niveau de DAS qui est trop important, qui ne rentre pas dans les normes, dans ce cas-là, on demandera au constructeur de faire une modification. De toute façon, aucun portable ne passera le seuil si jamais il est en dehors des clous. Et si on s'apercevait d'une malversation, de toute façon, après, on rentre dans le pénal et là, les sanctions sont très lourdes. Donc la 5G, les nouveaux usages. Alors en fait, il y a trois paramètres à dire sur la 5G qui sont importants. En fait, c'est le débit, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 fois 10. Le débit, on va augmenter à peu près 10 fois le débit par rapport à la 4G. La latence, c'est quoi? C'est le temps de propagation, en fait. C'est-à-dire le temps de réponse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment des applications comme vous l'avez sur la droite avec moult applications possibles, la voiture connectée qui doit réagir très vite, et bien avec un temps de latence rapide, le signal se propageant beaucoup plus vite, évidemment on pourra avoir des applications de ce type. Et puis évidemment le troisième aspect c'est la densité, c'est-à-dire que la 5G, au regard de cette technologie, nous allons pouvoir multiplier par 10 le nombre d'usages d'objets connectés au réseau simultané. Alors après les applications, il y en a moult, que ça soit dans la santé, que ça soit dans les médias. On parlait tout à l'heure, il y a un téléchargement d'un film par exemple qui se faisait sur quelques minutes. Là, on va parler de quelques secondes, puisque l'éclairage de la 5G, c'est plus une histoire, il y a une histoire de temps qui est très importante. On va en discuter tout à l'heure. On est sur des puissances peut-être plus importantes, mais par contre, ça va être un éclairage qui va être très rapide. Donc c'est là où justement il faut être prudent dans cette technologie. Alors, les actions on va faire. Donc sur les pilotes. La bande 3.4.8, donc c'est la première bande qui est actuellement lancée, pour lesquelles ont eu le casting des fréquences. Donc pour ça, évidemment, il va falloir accompagner le déploiement, le protocole de mesure qui va être différent, les lignes directrices, la simulation, le guide technique sur modélisation de sécurité. Et puis des études dans la bande qu'on appelle millimétrique, c'est-à-dire que la deuxième phase, c'est la bande à 26 GHz, donc on monte en fréquence. Là, on verra un petit peu plus tard, c'est-à-dire que là, on va cibler non pas des zones complètes, mais des spots. 26 GHz, c'est une fréquence beaucoup plus grande, donc il faut savoir que, j'en ai parlé tout à l'heure, l'affaiblissement se fait sur des carrés, c'est-à-dire plus on va être loin, plus on va s'affaiblir. Mais il y a aussi un autre paramètre, c'est la fréquence. La fréquence, plus vous êtes dans votre fréquence, plus vous affaiblissez très rapidement. C'est aussi du même ordre dans un espace libre. Donc, il est évident que les portées des basses fréquences, comme le 700 MHz, qui a notamment été utilisé par des bandes de fréquences de la TNT, vont permettre de porter plus loin. Voilà. Et donc, les mesures avant-après, pour 2021, c'est 4800 mesures prévues. Alors, quand on parle de avant et après, c'est quoi? C'est regarder ce qui se passe en fait au niveau des niveaux de champ par rapport aux mesures théoriques, donc à la simulation, et ensuite regarder quand l'émetteur est allumé, pour voir la comparaison. Donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle des capteurs qui sont en cours d'installation et qui vont permettre de regarder justement d'étudier cette variation de niveau de champ. Pour l'instant, on n'a pas de constat d'évolution d'un niveau de champ important, donc le point de 6 volts par mètre pour l'instant est considéré comme constant. Alors les fréquences, donc pour faire un focus, donc une partie de la bande 3.5, donc dans ce qu'on appelle la bande ciblée 3.6, donc dans l'intervalle 3.4.3.8 à mi-bande, on permet d'obtenir les premières licences 5G pour les opérateurs. Donc on attribue après des bandes passantes, qu'on appelle des bandes passantes. Vous les avez donc en dessous, donc réparties bien sûr entre opérateurs, donc entre 80, 70, 70 Go, 80 Go pour les 4 opérateurs. Et donc effectivement, en phase numéro 2, la bande dite millimétrique, ça sera la bande haute à 26 GHz, des licences qui sont proposées ultérieurement. Et troisième axe, 3, c'est des bandes qui seront un peu plus hautes encore. Alors,
parle de millimétrique, c'est vrai que, en fait, le terme millimétrique, pourquoi? Parce que ça dépend de la bande, ce qu'on appelle la bande, de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est divisé par la fréquence, donc on discute ensuite sur la fréquence, et on tente dans le millimétrique. Et donc, ces bandes-là seront dans les bandes 40 à 66 GHz. Alors, sur la 5G, comment ça se passe? On a aujourd'hui des bandes. Les bandes actuelles, c'est entre 700 et 2600 MHz. Donc, comme je disais tout à l'instant, le 700 MHz se propage plus loin que le 2600, de par la physique. Donc, les opérateurs peuvent faire de la 5G là-dessus. Mais la différence, c'est qu'on a des antennes dites actives, comparativement à la 5G. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser ces bandes aujourd'hui de 4G pour faire de la 5G. Bon. Après, évidemment, on va pas avoir vraiment une augmentation de débit comparativement à la technologie 5G qui, elle, qui fait appel à la technologie radio, comme on appelle la formation de faisceaux. On va l'expliquer tout à l'heure, qui va permettre d'obtenir des débits, donc, facteur 10. Donc, une évolution envisagée sur certaines bandes entre 1,8 et 2,6 gigas. La fameuse bande 3,5, là, qui notamment a été attribuée aux opérateurs, donc, c'est ce qu'on appelle les antennes actives. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si, schématiquement, on avait une marguerite à 8 pétales, et on est capable, le système, de façon intelligente, va repérer un groupe de personnes qui téléphonent, qui émettent du débit, et donc le cibler, de façon, sur un temps très court. Donc la puissance va être divisée en fonction de ce nombre de pétales, et le débit va être divisé en fonction du nombre de personnes qui sont présentes dans le pétale, vous voyez, de façon schématique. C'est une technologie radio qui est assez compliquée, donc il faut être prudent dans tout ce qu'on avance. Et le déploiement, donc aujourd'hui, les opérateurs ont fait des tests un petit peu partout en France. Il y a un déploiement en cours en Europe, alors Suisse, UK, Allemagne, les États-Unis, on parle pas de déploiement actuellement pour l'instant, et puis la Chine, la Corée du Sud, le Japon, qui sont toujours en phase en avant, eux sont. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, la partie des 26 GHz, bande millimétrique, alors ce qu'on appelle les small cells, c'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt viser un spot, non pas une ville complète, là, on va plutôt, par exemple, imaginons une société qui va faire beaucoup de trafic, pour différentes raisons industrielles, on va utiliser ce système, juste pour cibler l'entreprise, par exemple. Alors, peu de projets pour l'instant en Europe, déploiement en cours aux États-Unis, et puis toujours pareil, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le trio de tête qui est toujours en avance de phase. Les antennes à faisceau orientable, tu dans les temps. Alors, comment ça marche le beamforming? J'en ai parlé un petit peu avant. Donc, on va être. Alors, il y a deux aspects. Il y a la fréquence, il y a le beamforming, c'est une formation de faisceau en anglais. Et puis, on va utiliser ce qu'on appelle la technologie MIMO. MIMO, c'est quoi? Alors, c'est des petites antennes élémentaires. Mais MIMO en anglais, ça veut dire multiple input, multiple output. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser les multitrajets des ondes radio et on va faire des carrés, comme vous avez à l'écran, des petits carrés d'antennes élémentaires de demi-ondes, on appelle ça des demi-ondes, de 4 cm à 3 giga-6 et 6 mm. Alors, c'est tout petit. Alors, par contre, il y a plusieurs éléments. Et en fait, ça va permettre d'optimiser la ressource, de récupérer et donc faire du traitement de signal plus adapté. Et donc, créer des faisceaux plus fins, permettant un gain beaucoup plus élevé, si on n'avait pas cette technologie MIMO sans plus. Et forcément, un débit avec une durée d'exposition beaucoup plus faible. Ça, c'est très important, l'exposition, c'est majeur. Alors, les mesures 5G, collègues pourront en parler avec moi, on a effectivement, avant l'allumage et les stations 5G, et 4 points près, ce qu'on va faire, c'est on va suivre l'évolution, cette évolution en champ électromagnétique, en fonction de l'accroissement du trafic. Que forcément, là, on est sur une pente, il faut voir, on va faire des projections, on peut prévoir des choses, mais ce qui va être important, c'est de mesurer sur le terrain, en fait. Donc, ça dépend d'un faisceau fixe, on a déjà des éléments, puisqu'on a commencé à mesurer les bandes dites 5G en bande de fréquence 4G, voilà. Et puis, sur la nouvelle bande, un faisceau oriental, le beamforming, un faisceau qui va donc s'orienter en fonction du trafic. Et tous les opérateurs sont concernés par ce mesure. On laissera passer personne. Très bien. Le rôle des maires dans cette action, plusieurs niveaux, forcément, l'exposition du public, l'urbanisme, la validation des mesures d'exposition, les campagnes de mesure. Ils sont tout à fait à même de demander à l'opérateur une étude complète d'ingénierie avant l'allumage. C'est tout à fait normal. Et évidemment, je sais que dans les réunions publiques que Jean-Benoît et même participons, on engage forcément les administrés à demander des mesures, parce que de toute façon, c'est nous qui les réalisons, et puis je dirais que ça ne peut qu'aller dans le bon sens de rassurer les gens. Voilà.
Alors voilà, j'en viens d'en parler. Donc les DIM devant le station mairie, la simulation d'exposition radioélectrique de l'ingénieur, l'état des lieux des installations existantes, le comité de dialogue doté par la NFR, le Wi-Fi aussi qui est très important puisqu'il est très utilisé. Et puis s'il y a effectivement différents problèmes, tensions ou des gens qui seraient un petit peu, je dirais, anti-ondes ou peut-être vraiment recevoir une antenne sur une zone donnée pour différentes raisons rationnelles ou irrationnelles. Effectivement, après les réunions publiques sont dans un premier temps et les instances de concertation départementale qui montent d'un cran pour effectivement trouver une solution donc à une antenne qui va s'implanter. Donc vous avez donc les différentes étapes, les 4 étapes en dessous entre la réception de la DIM. Le maire peut demander une simulation tous les jours à l'ingénieur radio, donc opérateur. La simulation est mise à jour donc par le maire, réception de la simulation. Ils disposent la DIM aux habitants. On diffuse et ensuite, donc après, on passe à la dernière étape qui est la déclaration préalable des travaux et le permis de construire. Voilà. Évidemment, la NFR est près de vous pour apporter l'expertise si besoin. Très bien, merci. Pour finir, je vais presque terminer. Alors, faut pas oublier que, je disais tout à l'heure, dans les maisons tout rayonne. On a des exemples ici à l'écran qui montrent que, au niveau de champ d'électricité, faut pas oublier que la physique dit que dès qu'on a un fil parcouru par un courant, eh bien, on crée un champ électromagnétique. E et H. On a des éléments, l'habitat, alors ça passe l'ordinateur, la box Wi-Fi, le four à micro-ondes, qui est pas tout à fait négligeable, on travaille par mètre à 40 cm, et la plaque à induction. C'est quoi une plaque à induction? C'est une ligne mobile qui est parcourue par un courant. On a du 6 volts par mètre à 40 cm, donc plaque à induction, pour pas passer trop de temps à la cuisine à côté, quoi. On peut considérer, au même titre qu'une ligne à haute tension, parcourue par des courants de 20 000 ampères, de 300 000 volts, on a aussi des champs électromagnétiques importants. Donc il y a effectivement les ondes électromagnétiques, mais il y a aussi tous ces systèmes qui vont provoquer des champs électromagnétiques. Je dirais de façon industrielle, on a aussi des questions qu'on pourra se poser. Donc, je prends le plaque à induction, c'est pas complètement neutre. Alors, même si on passe 10 minutes, mais au même titre que je vais en parler juste après, le portable, on va peut-être éviter de passer trop de temps dessus. Question de précaution. Alors, on a donc un site là, c'est NFR qui permet, qui est assez dynamique. Je suis pas Chambodin pour en parler, mais j'ai été voir dessus, qui permet de voir un petit peu de façon objective un peu ce qui se passe dans la maison. C'est assez dynamique, donc c'est intéressant. Et puis je terminerai par ce slide, puisque aujourd'hui, la question se pose, alors nous, on peut agir sur le niveau de champ, c'est-à-dire on est là pour faire respecter le niveau de champ, on regarde en fonction de température. On est ingénieur, donc on n'est pas médecin. Alors la question qui va se poser, et ça je pense qu'il y a des personnes on a eu des cas, et c'est normal, les gens se posent la question, à terme, qu'est-ce qui se passe sur le cerveau, etc. On ne sait pas répondre à cette question. Par contre, à partir du moment où on n'a pas un résultat scientifique, on va donner des précautions. Les précautions, elles sont dans ce tableau. Alors le kit main libre, pourquoi? Parce que déporter, comme j'ai expliqué, l'onde radio, ne serait-ce qu'un mètre, on va passer sur des carrés. Eh bien, on va déporter le signal. Donc ça veut dire que déjà, on n'a pas le même niveau de champ. Les conversations sont trop longues, évidemment. Passer 10 minutes ou 1 heure au téléphone avec, j'ai dit tout à l'heure, on a l'émission, on a un modulateur, on peut faire chauffer, on a la batterie, on a de la puissance, on a le cerveau à côté. Bon, donc par précaution, on évitera de téléphoner trop longtemps. Les messages textes, parce que là, on va privilégier un petit peu au niveau de la puissance d'émission. Un texto demande beaucoup moins de puissance. Le téléphone à l'oreille dans les transports. Pourquoi? Parce que, lorsqu'on fait le maillage du réseau, il y a ce qu'on appelle le handover. Le handover, c'est quoi? Lorsque vous changez de cellule, je prends un exemple, une voiture qui va se déplacer sur une route, vous allez avoir dans votre dos, vous partez d'un village, vous êtes connecté sur l'antenne dans votre dos. Donc, vous allez avoir le faisceau qui va être connecté sur votre portable. Plus vous allez venir, plus le niveau de champ va chuter. On l'a vu tout à l'heure. Et vous rapprochez de l'antenne du village du voisin. Donc, vous allez vous accrocher à un moment donné, entre guillemets, sur l'antenne B. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le handover, c'est la même mise en clair, c'est-à-dire je vais passer sur l'antenne suivante et je vais relâcher celle d'avant. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, la puissance monte. Donc vous êtes dans les transports, vous allez changer d'antenne lorsque le bus se déplace, et la puissance va monter. Donc c'est à éviter quand même. Puis il ne faut pas oublier qu'en plus, dans le bus, vous avez des vitres qui vont affaiblir, etc. Donc la puissance va falloir traverser les vitres, etc., etc. On revient encore sur le bilan de liaison ingénierie.
Les zones de réception, j'en ai parlé, éviter d'être loin, parce que là aussi, il faut que la puissance du portable arrive à compenser le trajet radioélectrique, donc il faut faire monter la puissance. Il vaut mieux aller vite en dessous une antenne. L'ingénieur, il n'a pas calculé l'antenne pour arroser juste en dessous. En général, il va faire un calcul, j'irai à quelques centaines de mètres pour arroser, entre guillemets, la couverture sur une zone donnée. Et puis, j'en ai parlé, le téléphone avec un DAS faible. Pourquoi? Parce que le DAS, les débits d'association spécifiques sur le tissu humain, plus vous avez un DAS faible, moins vous allez avoir, je dirais, de pénétration de l'onde radio par rapport à l'émission du portable. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si mon collègue Jean-Benoît veut rajouter des précisions importantes. Si vous avez des compléments peut-être à apporter avant qu'on donne la parole à la Fédération française des télécoms. Non, on s'est partagé un petit peu comme ça les choses. Hein. C'est Jean-Benoît Néni là à l'appareil. Je suis là aussi pour répondre aux questions tout à l'heure surtout. Hein. Enfin, je sais pas comment vous allez partager si on pose des questions tout de suite, mais si je comprends bien après les deux présentations. Tout à fait. Ce que je voulais proposer, c'était de donner la parole à la Fédération française des télécoms. Là, j'ai déjà reçu par mail, pendant que vous vous exprimiez, des mails avec des questions. Donc, je propose de donner la parole, je pense que vous pouvez prendre FFP. Oui, voilà. Si vous voulez peut-être brancher votre caméra et mettre votre micro. C'est Monsieur Combeau. Écoutez, dans ce cas-là, en attendant de le contacter, je vais peut-être vous poser une question qui est effectivement la question des distances a été évoquée avec le fait de dire qu'avec la 5G qui couvre des courtes distances, on va être obligé de multiplier un nombre d'antennes. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez par rapport, je dirais, à l'espace, à la consommation d'énergie qui peut être faite aussi, et cette multiplicité d'antennes que l'on va pouvoir voir dans le paysage, et comment l'ANFR prend en compte les différentes alertes, messages lancés par des associations, par des centres d'études, d'analyse, un petit peu par rapport à cela. Sur ce sujet-là, si vous pouvez... En attendant, je contacte Monsieur Combeau, si vous voulez peut-être répondre à cette question. Alors, je ne sais pas, Jean-Benoît, si tu veux intervenir ou... Oui, je peux intervenir sur cette question, on peut s'échanger les questions. Sur la multiplication des antennes relais, alors c'est vrai qu'on entend ça souvent, mais en réalité, le réseau qui est en train de se déployer, là, le réseau dans la bande 3.4, 3.8, il se déploie essentiellement sur des antennes réseau, sur des antennes existantes 4G, parce qu'il est dans un mode qu'on appelle non-standalone en anglais, qui fait qu'il a besoin de la 4G. Donc en fait, le réseau qui se déploie, c'est un réseau comme le réseau 4G en réalité. Hein. Il n'y a pas plus d'antennes pour couvrir une zone donnée. Et on entend beaucoup parler de la multiplication des antennes, peut-être du fait des ondes millimétriques là de la bande 26 GHz qui effectivement traverse moins bien les parois, donc qui est plus réservé à des endroits confinés ou des endroits restreints. Mais en réalité, ces antennes là, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle en anglais les hotspots. C'est ce qui existe déjà, dans les gares aujourd'hui ou dans des centres commerciaux, des choses comme ça. C'est des petites antennes avec des petites puissances. Ça s'apparente parce qu'en fait, ça va pas très loin, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de puissance. Et ça s'apparente quelque part dans le mode de fonctionnement de façon très simplifiée à un outil. Donc en réalité, ces bandes de fréquences là sont pas amenées à se multiplier, en tous les cas dans notre connaissance. Hein, elles sont plutôt là pour être implantées dans des lieux qui auront besoin de beaucoup de débit parce que avec beaucoup d'utilisateurs. Vous voyez, par exemple, dans un hall de gare, télécharger une vidéo rapidement, ça va être faisable dans ces bandes de fréquences. Donc, sur les alertes des associations, je pense que c'est plutôt des alertes du côté sanitaire et comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, nous on n'a pas de compétences sanitaires, on s'occupe pas de sanitaire, on travaille bien sûr avec l'ANSES parce qu'on leur communique nos résultats.
on leur explique comment fonctionnent les différentes technologies, le résultat de nos expérimentations, mais on n'a pas du tout de compétences sanitaires, donc on n'agit pas sur ce terrain-là. Merci beaucoup. Alors, nous avons déjà des questions dans le chat et on remercie les participants pour l'implication. Alors, une première question. Sur quelles décisions et délibérations démocratiques se base le déploiement déjà effectif de la 5G? Alors, je ne sais pas si l'un de vous souhaite répondre. Ah bah le déploiement là, c'est des licences, hein, c'est du côté de. Enfin, je sais pas si mon collègue veut répondre, si on peut alterner, mais bon bah j'ai commencé, je vais peut-être continuer. Mais c'est l'ARCEP qui donne des licences et c'est des licences évidemment avec des conditions. Hein. Il faut comment dire. Il y a comment dire des exigences de couvrir toutes les zones, y compris d'ailleurs à la campagne. Alors ça c'est plutôt une question pour l'ARCEP pour répondre précisément. Mais en gros l'opérateur a des obligations de couverture et ensuite il déploie des antennes. Au moment du déploiement des antennes, il a besoin d'une autorisation de la NFR et la NFR contrôle qu'il est bien dans la réglementation. Et évidemment, quand il déploie les antennes, il y a une partie aussi urbanisme, qui n'est pas dans la NFR, mais qui se traduit par des dépôts de permis de construire, des choses comme ça. Donc c'est plus en contact avec la mairie. La mairie d'ailleurs c'est un point central, hein, parce que elle qui reçoit les dossiers d'information mairie, c'est elle qui peut discuter en amont avec les opérateurs. Et cette phase-là, d'ailleurs, se fait avant la demande d'autorisation de l'opérateur. Donc, il y a une concertation qui est faite à ce moment-là avec le dossier d'information mairie qui, comme l'a rappelé mon collègue, peut comporter une partie simulation. Très bien. Une deuxième question, alors cette fois-ci sur les seuils d'attention. Vous avez effectivement parlé de seuils d'attention. Est-ce qu'il existe des seuils de dangerosité? Est-ce que ce sont des champs ou des puissances? Comment ça se définit? Alors, le seuil de dangerosité, j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, on a cette courbe en U qui est 50 fois en dessous du niveau de champ pour lequel nous aurions 1 degré d'augmentation de température. Donc, en fait, ce seuil de dangerosité est 50 fois au-dessus de notre champ. Le signal par mètre, faut pas oublier, c'est un point d'attention, c'est-à-dire qu'on considère. Donc on met un warning, mais qui est bien sûr bien en dessous de cette valeur, pour justement assurer le fait qu'il n'y ait pas un niveau de champ qui pourrait monter de façon drastique. Mais de toute façon, la courbe de 26 à 503 volts par mètre, de toute façon, on est déjà, je dirais, en dessous, les 50 fois en dessous du niveau de champ pour lequel on aurait un problème de santé. Très bien. Ce que je vais peut-être vous proposer, est-ce que Michel Combeau est présent? Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Combeau. Je vous vois maintenant. Je suis désolée. Vous étiez identifié FF Télécom et du coup, je n'ai pas activé la bonne personne. J'en suis désolée. Non, pas de souci. C'est les joies du direct numérique. Voilà. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Hein, merci. Alors, je vais faire effectivement plutôt court. L'idée, à mon sens, c'est plutôt de laisser la place au débat et d'avoir aussi peut-être juste en quelques mots pour préciser ce que seront les usages, mais surtout la manière dont la 5G va se déployer en France. Hein. Alors, je pense que la NFR l'avait indiqué. Voilà, les usages, hein, c'est avant tout pour l'industrie, hein, parce que ce sont une manière pour l'industrie de rester compétitive encore plus en temps de crise économique. Hein. C'est un enjeu pour elle de modernisation, et ce sera aussi très utile, hein, pour les endroits où la 4G arrive déjà à saturation, notamment dans les grands centres métropolitains. C'est un déploiement qui va être progressif. Hein. Je dirais les antennes vont être progressivement mises à jour pour accueillir la 5G. Il n'y aura pas forcément de construction de nouvelles antennes spécifiques, hein, à la 5G, sachant que l'une des priorités des opérateurs est bien entendu que la 4G soit disponible pour l'ensemble des Français. C'est peut-être moins un problème pour, je dirais, la ville de Sceaux, mais en tout cas, ça l'est pour de nombreux territoires qui, pour certains, n'ont pas encore soit de 3G ni de 4G, soit sont encore en 3G. Et l'enjeu, c'est qu'effectivement, la 4G et la 5G vont cohabiter encore pendant de longues années en France. Hein, et la 5G, bien entendu, va être complémentaire des déploiements en fibre optique.
La fibre, hein, c'est vraiment la connexion du foyer pour les usages, notamment les usages récréatifs. Hein, et on le rappelle, quand vous êtes chez vous, vous connectez au Wi-Fi. C'est un bon moyen de laisser les réseaux mobiles à leur utilité première, c'est-à-dire pour les déplacements et les personnes en mobilité. Et on le voit en tout cas, c'est vrai que la demande en téléphonie mobile a explosé littéralement ces dernières années, et on l'a encore vu de manière assez impressionnante pendant le confinement, le premier confinement, le deuxième confinement, où l'usage du téléphone mobile, hein, que ce soit pour la voix ou pour l'accès à Internet, a augmenté entre 30 et 50%, notamment pour les situations de mobilité ou pour les personnes qui n'ont pas encore accès à un Internet de qualité. Et c'est effectivement des taux d'augmentation du trafic chaque année sur les réseaux télécoms, entre plus 30 et plus 50% chaque année. Et c'est donc pour faire face à cette augmentation des usages que les opérateurs lancent la 5G, justement pour accompagner nos citoyens et nos entreprises dans ces usages qui sont devenus indispensables au quotidien pour travailler, pour s'éduquer, tout simplement appeler ses amis. Alors le déploiement ASSO a commencé. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'ANFR, cartoradio.fr. L'ANFR l'a rappelé tout à l'heure. Et vous pouvez voir en fonction de votre adresse l'emplacement des antennes, si ces antennes offrent ou pas déjà de la 5G. Ce qui vous permettra, en fonction de votre opérateur, de savoir si votre zone est déjà couverte. Et chaque opérateur aussi, sur son site, propose les cartes de couverture. Alors notre enjeu aussi avec la 5G, il est double. Il est d'abord de pouvoir maîtriser notre empreinte environnementale. La 5G est une technologie plus efficiente du point de vue de l'énergie. Alors, on le rappelle, les réseaux télécoms, c'est moins de 1% de la consommation électrique en France. Et la 5G va nous permettre de faire face à l'augmentation du trafic en ayant une consommation énergétique bien moindre en fonction des données qui sont échangées sur nos réseaux. Donc c'est un des moyens pour nous très importants pour maîtriser cette consommation énergétique, sachant que la 5G permet d'économiser des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, le télétravail. Le télétravail, c'est moins de transport, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, et donc la 5G demain, la 4G maintenant, la 5G demain, va permettre, par exemple sur le cas du télétravail, mais sur bien d'autres applications, de faire économiser aux industries et aux citoyens, je dirais, de faire amener une réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Bien entendu, les réseaux télécoms doivent être exemplaires, c'est bien notre objectif en tout cas, de baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour arriver à terme à une neutralité carbone. Avec donc la 5G est une technologie plus efficiente du point de vue énergétique, la fibre aussi plus efficiente du point de vue énergétique. On travaille aussi sur nos data centers pour arriver en tout cas à baisser la facture énergétique avec une énergie aussi de moins en moins carbonée. Par ailleurs, l'enjeu aussi sont sur les terminaux. Effectivement, les terminaux représentent la plus grosse partie de l'empreinte environnementale des réseaux télécoms. Alors que ce soit 5G ou même 4G, on le sait, les Français aiment bien changer souvent de terminaux. Notre enjeu, il est effectivement double, et d'une part de rallonger cette durée d'utilisation pour que les Français changent moins souvent de terminaux, mais aussi de recycler ces terminaux. On le rappelle, chaque opérateur reprend les anciens terminaux dans ses boutiques. Ces terminaux peuvent être reconditionnés, c'est-à-dire être réparés, les données personnelles effacées pour être ensuite revendues et donc recyclées pour une nouvelle utilisation, ou les matières premières des terminaux peuvent effectivement être recyclées là encore pour d'autres types d'utilisation. Donc c'est un message, si je veux faire passer un message ce soir, c'est ne laissez pas dormir vos anciens terminaux, ramenez-les en boutique des opérateurs, nous en ferons un bon usage, soit en les reconditionnant pour les mettre sur le marché d'occasion, soit en les recyclant. C'est un élément important, et en tout cas nous souhaitons, à l'occasion bien entendu de l'arrivée de la 5G, rappeler ces messages et travailler avec l'ensemble des collectivités à des campagnes d'information. Les points de collecte, ils sont existants, ce sont les boutiques des opérateurs. C'est pour nous un élément important, et aussi de travailler sur les usages, parce que tous les usages ne sont pas forcément vertueux du point de vue de l'environnement. On le rappelle, quand vous êtes chez vous, passez par le Wi-Fi qui est bien plus efficace énergétiquement que les réseaux mobiles. Laissez les réseaux mobiles pour une utilisation en dehors du domicile ou lorsque votre connexion Internet n'est pas suffisante.
Et aussi, rien ne sert d'avoir des vidéos en très haute définition sur un smartphone. Privilégiez en fait les définitions plus basses. Et par ailleurs, ne consommez pas de vidéos si vous n'en avez pas besoin. Autant de conseils qui doivent être, je dirais, répétés et discutés avec les usagers pour que l'usage des réseaux mobiles soit le plus respectueux de l'environnement. Chacun, je dirais, a un rôle à jouer en la matière. Et voilà, au niveau de la Fédération des opérateurs, nous accompagnerons les élus, les citoyens dans un usage responsable des réseaux mobiles et que la 5G puisse être un élément important pour aller vers ces usages responsables, mais qui sont des usages nécessaires et indispensables, comme la crise sanitaire nous l'a montré. Voilà en quelques mots, je dirais, notre vision de la 5G, et bien entendu à votre disposition pour répondre aux questions et aux attentes des concitoyens, des citoyens de la ville de Sceaux. Très bien, merci. Je propose, Nima, peut-être de poursuivre les questions. Très bien, parfait. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à réagir en direct. Tout est ouvert. Alors, une question, cette fois très technique également. En quoi la bande de fréquence actuelle 700-2600 permet-elle d'atteindre les performances 5G? Les performances, en fait, les opérateurs vont utiliser cette bande de fréquence puisque la partie ingénierie n'est pas très compliquée, je dirais. Enfin, on va adapter finalement notre bande de fréquence à la 5G. Alors attention, on n'aura pas forcément les mêmes débits que la 5G avec la technologie qui arrive actuellement, le beamforming. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut utiliser ces bandes de fréquences qui permet déjà de commencer à utiliser je dirais les bandes 5G, c'est comment expliquer ça? C'est-à-dire que on va commencer à atteindre des débits montants, mais on n'aura pas, je dirais, les résultats de la 5G à terme en 3 giga 5, puisque on va utiliser du beamforming. C'est-à-dire qu'on va monter en débit, mais l'optimal, ça sera surtout en 3 giga 5. Si Jean-Benoît, tu veux ajouter un commentaire? Non, c'est vrai que la bande 3.4, 3.8, ça s'accompagne de 50% de bande de fréquence en plus, et évidemment, quand on dit bande de fréquence en plus, c'est des débits en plus, et en plus, là, c'est des bandes de fréquence contiguës, enfin, c'est des gros blocs de fréquences, donc effectivement, on a un gain intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle il y a de la 5G aujourd'hui, c'est pour répondre aux demandes croissantes de data de la part de la population. Il y a quelques questions qui ont été posées qui concernent le conseil consultatif des transitions. Ce que je vous propose, c'est que l'ensemble de ces questions-là, j'y répondrai à la fin de cette réunion et qu'on puisse déjà privilégier toutes les questions qui concernent la FFT et la NFR. Il y avait une question tout à l'heure qui concernait la cartographie de Sceaux, où vous présentez effectivement des mesures à NFR. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de rappeler déjà les 2 sites qui existent, qui permettent à tout à chacun, quand on se trouve à un endroit, de pouvoir regarder un petit peu les éléments de mesure. Et là, cette dame pose la question, est-ce que vous avez des équivalents avec des mesures prévisionnelles de ces antennes 5G ? S'il existe déjà un petit peu cette notion de prévisionnel. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en prévisionnel, les opérateurs ont allumé, entre guillemets, certaines bandes, certains opérateurs, donc les émetteurs 5G. Donc on a déjà, nous, effectué des contrôles sur un certain nombre d'éléments, qui sont un peu sur toute la France, là pour en parler aussi. Et effectivement, l'idée, c'est de regarder la puissance d'émission, regarder comment ça se comporte. Et puis déjà, on a l'image. Ensuite, après, ce qui va se passer, il faut pas oublier que les portables, évidemment, on va faire monter en charge le réseau. L'idée, c'est de regarder au démarrage et ensuite comment va se comporter le réseau. Donc l'idée, c'est aussi de regarder, bien sûr, les voitures, radioélectriques qui vont découler sur un horizon de quelques semaines. Voilà. Il y a également des questions sur plutôt la partie usage. On nous demande notamment des exemples d'usage dans la vie courante de la 5G. Alors, je vais peut-être répondre, comme je disais. Le premier usage, c'est c'est vrai que la crise sanitaire
tout cas évite je dirais les grands regroupements, mais en situation normale, quand vous êtes dans des grands lieux de passage, on peut penser à des gares, à des salons d'exposition, voilà, à des lieux qui regroupent beaucoup de personnes. Et ben là, quand tout le monde utilisera son téléphone, la 5G permettra de conserver une très bonne qualité de service. Hein. C'est ce qu'on appelle, là, je dirais, le maintien de la qualité de service. Et ça, ce sera pour nos concitoyens le principal usage, bien entendu, hein, pour les prochaines années. Les autres usages à très court terme sont pour les entreprises, notamment pour leur permettre de moderniser leurs outils de production. On peut penser par exemple à tout ce qui est impression à distance, c'est-à-dire la capacité de piloter par exemple, au lieu de faire livrer je dirais des produits par camion, par transport, eh ben vous disposez d'imprimantes en 3D réparties sur le territoire et vous pilotez à distance grâce effectivement par exemple à une couverture 5G dans un entrepôt. Vous pilotez ces imprimantes 3D pour imprimer je dirais vos produits et les faire livrer directement depuis ces entrepôts délocalisés. Ça, c'est effectivement un cas d'usage que l'on regarde pour la 5G. Ou par exemple, on a un sujet qui est d'actualité. On travaille par exemple avec un hôpital à Toulouse hein, pour permettre, je dirais, d'héberger sur un réseau 5G différents types d'applications dans un hôpital. Vous imaginez bien en ce moment qu'avec la crise sanitaire et l'afflux des malades dans un hôpital, les hôpitaux doivent gérer plusieurs types de communication. D'une part, la connexion de différents outils de l'hôpital. Les différents outils de monitoring sont connectés à un réseau. Deuxièmement, les outils des médecins, leur téléphone portable, leur tablette qui leur permet d'accéder aux dossiers médicaux, eux aussi doivent être connectés à un réseau et être mis à jour rapidement. Et enfin, les malades eux-mêmes doivent pouvoir aussi accéder à Internet depuis leur chambre. Ces trois types de communication pourront demain être hébergés avec un seul et même réseau très performant, capable d'avoir des temps de réponse très rapides. Hein. Par exemple, si vous avez besoin dans une chambre d'avoir un délai de réponse entre un moniteur et que cette information remonte, hein, par exemple, au panel central d'une infirmière, une connexion en 5G vous permettra deux choses. D'une part, un temps de réponse très rapide, en remontée d'informations très rapide, et par ailleurs, que ce moniteur, en n'étant pas relié physiquement par un fil, puisse être changé de chambre en chambre très facilement. Ce donc ces usages, hein, je dirais, de très court terme sur lesquels nous travaillons, notamment au sein de notre comité de filière, hein, qui regroupe à la fois les constructeurs, les opérateurs et l'ensemble des prestataires de services, autour d'usages du quotidien demain. Il est vrai, c'est vrai pour les entreprises, mais aussi pour nos concitoyens. Et on l'espère dans quelques mois, lorsque nous pourrons effectivement nous réunir en nombre, permettre à l'ensemble de nos concitoyens de continuer à bénéficier d'un réseau avec des débits qui soient effectivement très bons. Merci. Alors du coup, en continuant sur cette notion d'usage et puis même au niveau plutôt plus en amont au niveau de la partie gouvernance, est-ce que vous avez des retours d'expérience de la 5G déployée dans les autres pays? On a vu qu'il y avait des pays en tête et des pays plus en retard. Est-ce que vous avez un peu un benchmark mondial, un peu un retour d'expérience au niveau de la planète? Moi, j'en ai pas personnellement. Alors, je pourrais peut-être là encore apporter quelques réponses parce que bien entendu, les opérateurs regardent ce qui effectivement se passe à l'étranger. Ce qu'on peut voir, hein, c'est que les déploiements se réalisent de manière progressive. Hein. C'est vrai que certains pays sont partis en avance. Hein. C'est vrai que les usages, pour l'instant, sont, je dirais, encore en phase de démarrage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que les réseaux se déploient, mais qu'aussi l'équipement des citoyens, des entreprises se fasse. Il n'y a donc pas de révolution avec la 5G, c'est plutôt une évolution sur le long terme qui se met en œuvre, hein, qui permet de conserver en tout cas cette qualité de service, hein, pour affronter la hausse des débits. Je dirais que la France, maintenant, avec un déploiement qui commence, va rattraper en fait, je dirais, les autres pays. Après, c'est aussi pour nous, on le voit en France, hein, on a l'un des programmes les plus avancés en matière de couverture du territoire. Hein. Les Allemands, les Anglais d'ailleurs nous commencent à nous copier pour étendre la téléphonie mobile, hein, dans nos campagnes. C'est vrai que des pays comme par exemple la Corée du Sud n'ont pas ce problème d'aménagement du territoire. C'est donc en fait un double objectif, hein, qui préside en ce moment. C'est d'une part de commencer le déploiement de la 5G, mais aussi et surtout d'assurer la couverture Internet mobile sur l'ensemble de nos territoires.
Chaque pays est différent, hein. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'augmentation du trafic et le caractère essentiel de la téléphonie mobile, lui, est une tendance maintenant désormais mondiale. Alors peut-être pour rajouter un petit élément d'information là sur l'exposition, bien évidemment, on a des contacts avec le monde entier, hein. Il y a eu il y a des équipes qui ont été par exemple en Corée pour aller faire des mesures. On a des contacts bien sûr avec nos voisins, par exemple britanniques, Espagne, enfin énormément de pays en réalité, Australie, enfin. Et on a été les premiers comment dire, à définir ce qu'on appelle un indicateur de l'exposition pour définir la 5G, parce qu'en fait, dans tous les premiers résultats de mesure de la 5G sur la planète, on voit des résultats très faibles de l'exposition. Et l'indicateur de l'exposition permet d'anticiper ce qui va se passer. Et cet indicateur de l'exposition, on a été les premiers, là, comme je le disais, à le définir. Il est déjà intégré dans les dossiers d'information mairie. Donc, quand vous demandez des simulations de l'exposition, vous avez cet indicateur qui est là. Et si vous réalisez des mesures, vous allez probablement avoir des résultats plus faibles parce que vous avez très peu d'utilisateurs. On a fait donc on a travaillé beaucoup sur les simulations pour voir un peu ce que ça donnait cette 5G, et on a aussi regardé des majorants en mettant des puissances majorantes et puis en couvrant tous les sites dans Paris 14. Donc on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer. Et puis évidemment aujourd'hui, mon collègue le disait, on a 4800 mesures de prévues d'ici la fin de l'année. On a déjà commencé ces mesures bien évidemment. Et on va publier au fur et à mesure ces résultats, les résultats sur 2020, et on va être comment dire, très vigilant sur les niveaux d'exposition. Pour l'instant, ils sont très faibles. Alors, excusez-nous, c'est bien, c'est que le chat est très vivant, donc il y a beaucoup de questions, c'est parfait. Alors il y a une question par rapport finalement au renouvellement des antennes. Vous avez expliqué que les antennes 4G peuvent être utilisées pour la 5G. Est-ce que ça va être le cas sur le territoire de la commune de Sceaux, ou sinon est-ce que vous prévoyez des antennes 5G supplémentaires dans un temps moyen ou long? Alors la bande 5G, donc les antennes 5G sont différentes de par leur conception par rapport à donc au beamforming de la nouvelle technologie. Donc ça, en fait, c'est un peu un empilement de réseau. Alors, autant on va utiliser les bandes 4G, enfin les fréquences 4G comme je disais tout à l'heure pour la 5G. Le réseau 5G à l'horizon qui arrive, en fait, sont des panneaux donc MIMO, que je vous expliquais, dans des panneaux qui font entre 32 et 128 donc petits éléments. Mais on aura des antennes effectivement différentes, puisqu'on est adapté à la bande de fréquence. Voilà. Sachant que ces antennes sont plus petites. Alors certains opérateurs prévoient déjà en amont de pré-réserver des places pour ces antennes. Après il y a, comme expliqué tout à l'heure les collègues, la stratégie d'un opérateur, ça va être ou colocaliser avec la 4G, peut-être aussi, je dirais, couvrir aussi d'autres zones géographiques qui sont pas forcément mais enfin, sauf erreur de ma part, M. Combo pourra peut-être le dire, mais je dirais que l'opérateur, il va cibler forcément les zones à forte densité de trafic, industriel, commercial, etc. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'il y ait ces petites antennes qui voient le jour un peu sur tous les abribus de la ville, sans aucune activité industrielle, entreprise. Oui, ce que l'idée, c'est d'aller cibler quelque part le fameux trafic avec le beamforming qui va être capable de détecter intelligemment là où le trafic va monter, quoi. D'accord. Alors, je vais peut-être compléter effectivement l'intervention de l'NFR. Alors, je pense que les opérateurs la stratégie principale, c'est de réutiliser déjà les équipements existants. Alors de deux manières, soit j'ai une antenne actuellement qui fait que la 4G, je la remplace par une nouvelle antenne qui fera 5G, 4G, 3G, 2G. Soit je prends une antenne 4G et je fais une évolution, un changement de logiciel pour qu'elle fasse sur une même bande de fréquence un partage entre 4G et 5G. Mais c'est simplement en fait on réutilise soit l'antenne existante, soit le mât, c'est-à-dire l'endroit où l'antenne est mise. Et il y a pas donc forcément, il n'y a pas d'antenne supplémentaire. Il y a juste soit une évolution de l'antenne existante, soit un remplacement. C'est vrai qu'à court terme, je dirais ces petites antennes, ces micro-antennes, seront réservées vraiment pour des cas spécifiques, notamment pour de la couverture chez les entreprises, parce que lorsqu'elles en font la demande, ce sera peut-être plus simple de mettre une petite antenne
qui couvrira un entrepôt, un parking, ou tout simplement à l'intérieur même d'une entreprise pour faire de la couverture à l'intérieur des bâtiments. On ne prévoit pas à très court terme, en tout cas, de multiplier les antennes dans les abribus, tout simplement parce que pour l'instant, la demande, voilà, elle n'est pas là. Elle sera surtout près des lieux, je dirais, à forte affluence. Et là, mieux vaut des antennes qui sont déjà existantes placées en hauteur. Et les opérateurs vont s'adapter aussi à la demande. L'enjeu aussi, c'est de bien comprendre comment les gens vont s'emparer de la 5G, ce qu'ils vont en faire, notamment les entreprises, et d'accompagner le déploiement du réseau autour de la demande de nos clients. Il n'y a aucune, en tout cas, même du point de vue économique, aucune utilité à déployer un réseau intégralement en 5G sans que l'on sache effectivement à quoi ce réseau va servir. Donc ça va être un déploiement progressif, adapté aussi aux demandes des usagers. Alors justement, quelqu'un pose la question, pourquoi ne pas avoir souhaité réserver la 5G pour le monde de l'industrie, les entreprises, plutôt un usage professionnel, et pourquoi finalement aller chercher le citoyen? Est-ce que c'est une stratégie commerciale d'usage? Je dirais, c'est vrai que quand vous mettez une antenne, que ce soit sur le toit d'un bâtiment, sur un pylône en zone rurale ou en périphérie d'une ville, l'antenne, elle permet de desservir à la fois des entreprises et des citoyens. Donc l'enjeu aussi, et c'est aussi ce que je rappelais tout à l'heure, il y a un vrai enjeu pour nos concitoyens, c'est la saturation de la 4G. Comme je le rappelle, en fait, les usages mobiles ne font qu'augmenter. Et on l'a encore vu avec la crise sanitaire. Les gens ont besoin de la 4G. Donc ça, on a besoin d'accompagner cette augmentation. Et par ailleurs, augmenter encore les débits sur l'antenne 4G serait même, je dirais, pire. En tout cas, aurait un impact sur l'environnement bien plus important que de la remplacer par une antenne 5G plus efficiente et capable d'accueillir cette augmentation de trafic. Donc, il y a aussi un besoin vraiment pour nos concitoyens, celui de la qualité de service, le fait de pouvoir continuer à travailler, à s'éduquer, ou simplement converser avec ses amis, ou utiliser son portable en dehors de chez soi avec la 5G pour conserver cette qualité de service, notamment dans les zones à forte affluence, là où justement quand vous êtes dans une gare, quand vous êtes auprès d'une salle de spectacle, de sport, vous avez besoin de vous connecter et d'accéder au réseau, ces endroits-là vont être les saturés en premier. Et c'est là où la 5G aura un effet à très court terme pour nos concitoyens. Bien entendu, les opérateurs vont cibler les endroits où il y aura un usage, je dirais, prioritaire. Un certain nombre de zones où il n'y a pas de saturation ne seront pas prioritaires pour la 5G, sauf si, bien entendu, une entreprise en fait la demande. Et là, on ira, en fonction des demandes, y déployer la 5G. Une personne posait la question de pourquoi utiliser le Wi-Fi. Je crois que la question était pourquoi utiliser le Wi-Fi chez soi alors qu'il y a la fibre finalement. Je crois que c'était ça C'était la recommandation effectivement qui avait été formulée par la NFR ou par vous, pardon, Monsieur Combo, de couper en fait, de ne pas utiliser le réseau mobile mais le réseau Wi-Fi à son domicile. Alors, pardon, j'étais effectivement assez rapide, peut-être un peu trop rapide. C'est utiliser votre accès fixe, sachant que le Wi-Fi dans une maison sert par exemple quand vous avez votre smartphone chez vous, il peut se connecter à votre box en Wi-Fi. Après, voilà, votre ordinateur, vous pouvez le connecter avec du Wi-Fi, avec un câble. Ça, c'est à chacun de voir comment il souhaite faire. Si vous êtes chez vous, même à la limite, utilisez votre ordinateur fixe. Je dirais, ça sera encore même mieux du point de vue environnemental. Ça consommera moins d'énergie que l'utilisation de votre smartphone ou du Wi-Fi, bien entendu. Après, si vous êtes plusieurs chez vous avec des enfants, des ados ou avec plusieurs adultes, si l'un utilise l'ordinateur fixe, si vous utilisez votre smartphone, vous pouvez le connecter en Wi-Fi à la box. Ce sera en tout cas, ça aura moins d'impact du point de vue énergétique que de le connecter sur un réseau 4G ou 5G, et ce sera surtout complètement inutile de se connecter au réseau mobile. C'était là le sens de ma recommandation. Bien entendu, si vous avez un ordinateur, vous pouvez le connecter avec un câble à votre box. Vous n'avez pas besoin de Wi-Fi. Tout dépendra de l'installation chez vous et c'est propre à chaque foyer. Je pense peut-être on remarque que les gens font souvent
la différence entre le mobile, le fixe, la 3G, la 4G, la 5G, il faut bien voir que tout ça, ça fait un ensemble. On peut pas retirer l'un par rapport à l'autre. Ça correspond à des choses différentes. Euh, c'est vrai qu'on voit d'énormes différences, mais par exemple, entre la 4G et la 5G, la modulation au FDM, la base de la modulation, c'est la même. Donc, pour un ingénieur, en réalité, il n'y a pas de si grande différence que ça. Il y a des nouveaux, il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose au niveau des usages complètement nouveaux, avec l'Internet des objets, avec le temps de latence qui est plus court. Mais en termes purs de technologie, en fait, on ramène surtout pour les usagers de la bande de fréquence. Aujourd'hui, si on avait laissé la 4G, on avait fait des simulations intéressantes. Vous voyez, on voyait qu'on augmentait l'exposition de 70%. Parce que augmenter la puissance, ça permet d'augmenter les débits. Et donc ça, c'était dans Paris 14. Et on a rajouté là-dessus la 5G avec les puissances telles qu'on les avait vues dans les pilotes, en mettant ça sur tous les sites de Paris 14 où il y avait de la 4G. Et on voyait qu'on n'avait pas une augmentation de 70% telle qu'on l'avait constaté par rapport à la 4G qu'on rajoutait, mais par rapport à ça, on augmentait de 30%, vous voyez. Donc, on a plutôt intérêt à augmenter de la bande de fréquence que d'augmenter de la puissance sur les sites existants. Ça, je pense que c'est important aussi de voir cette notion aussi globale. Cette 5G, en fait, elle est plus optimisée. Elle répond aux besoins et peut-être aux besoins futurs en fonction des applications qui vont être développées. Mais on ne peut pas l'opposer. Vous voyez, on peut pas dire je vais prendre de la fibre optique au lieu de la 5G. En fait, la 5G c'est en mobilité, la fibre optique vous êtes fixe. Vous voyez, c'est pas les mêmes besoins. C'est forcément complémentaire. Hein. Quelqu'un pose la question de dire, mais finalement, à quoi sert un petit peu cette réunion puisque la 5G est en train de se développer à saut et justement pose la question de dire, est-ce que Monsieur Combeau, vous n'êtes pas là pour faire de la vente entre guillemets? Alors ce que je voudrais, je vais pas vous donner la parole de répondre là-dessus. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que notre choix avec Numa quand on a organisé cette réunion, ce n'était pas d'aller chercher Monsieur Free, Madame Bouygues, Monsieur SFR et tous ceux que j'oublie, parce qu'effectivement, on pouvait avoir le risque qu'un opérateur étant présent, eh bien ils se disent, ben voilà, j'ai une trentaine de personnes face à moi, je vais essayer de leur vendre mon nouvel abonnement. La discussion qu'on a eue quand on a parlé avec vous et quand ensuite on a contacté la Fédération française des télécoms, c'était réellement d'avoir un discours vrai. Je dirais qu'on ne va pas se dire est-ce que vous avez un intérêt purement personnel quand quelqu'un met un bout d'antenne, etc. Est-ce que on a considéré qu'effectivement la NFR, vous aviez ce devoir de dire vrai les choses, en tout cas toutes les informations que vous connaissez. Et je pense que dans les questions qu'il y a eu, certaines vous avez dit nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas l'information. Ouais. Et qu'en tout cas l'objectif de cette réunion, c'était en aucun cas de dire finalement avec l'usage que vous avez aujourd'hui, allez acheter un nouvel abonnement à la 5G parce que ça vous fera gagner quelque chose. Non, je pense que ça fera gagner rien ni à personne. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir, je dirais, avoir les usages professionnels qui sont nécessaires. Pour les usages personnels, je ne sais pas s'il y a un intérêt aujourd'hui à nous, à titre personnel, aller chercher un abonnement. Ça, je dirais que je ne donnerai pas mon avis. En tout cas, mon avis intéressera sans doute personne. Mais ce n'est pas, je pense, l'axe de la discussion que nous avons à l'heure actuelle. Il y a une question qui concerne pourquoi n'aborde-t-on pas concernant les ondes centimétriques et millimétriques, les effets non thermiques sur les cellules vivantes du corps humain. Je disais tout à l'heure. C'est une question purement sanitaire et on ne s'en occupe pas, mais en réalité, juste quelques mots. Bien évidemment, toutes les études qui sont faites sur l'ANSES se concentrent sur les effets non sanitaires, sur les effets non thermiques, pardon, parce que les effets thermiques sont bien connus. Donc, vous avez plus d'études, pratiquement plus d'études sur les effets thermiques. Ce qui est cherché aujourd'hui, c'est les effets non thermiques dans la majorité des études. L'ANSES serait mieux placé pour ça.
Alors, ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est que entre le centimétrique et le millimétrique, vous avez des fréquences qui montent et qui pénètrent moins. Donc, c'est plus le DAS qu'on va regarder, c'est la densité de puissance en watts par mètre carré. Vous voyez, vous regardez par centimètre. Donc, les unités vont être différentes, mais comment dire, les limites existent déjà, hein, sur ces fréquences. D'ailleurs, elles sont pas nouvelles, hein. Ok. C'est vrai que sur moi j'avais vu une étude sur la notion de centimétrique, millimétrique, mais qui était associée plutôt au DAS, hein, et qui a été une étude réalisée sur les téléphones portables et les enfants de moins de 15 ans. C'était une chercheuse que je pense qu'on organisera peut-être une autre réunion de ce type sur la 5G, mais plutôt avec un volet ANSES, et puis cette chercheuse qui a depuis plusieurs années travaille sur une étude qui s'appelle MobiKid, qui est justement ce travail sur, ça doit faire 5 ou 7 ans que des études sont faites sur le cerveau des enfants de 2 ans, on va dire, jusqu'à 15 ans, et l'usage qu'ils font du téléphone, justement. Oui, vous voyez, clairement, travailler sur des téléphones, c'est pas travailler sur les effets thermiques, vu que on a dit tout à l'heure, on a un facteur 50 pour une élévation de protection pour une élévation de 1 degré, et les téléphones sont en dessous de ce 1/50e de cette limite. Donc, en termes d'élévation de température, on peut pas dire qu'on n'a pas, mais elle est très très petite en fait, en 1/50e de degré. Vous voyez, on est en dessous. Donc, ce que les gens vont regarder, c'est tout sauf ces effets directement liés à cet effet-là. C'est des effets et ces autres effets. Mais effectivement, vous avez raison. C'est pas nous qui pouvons répondre à ces questions vu qu'on n'a pas de compétences sanitaires. Et donc, l'organisme qui serait le plus compétent dans ce secteur-là, c'est l'ANSES, hein, c'est ça? L'ANSES et l'ARS aussi, si vous voulez oublier. Je pense que l'ANSES et l'ARS. D'accord. On s'en chargera. Quelle autre question? Alors, il y a également pas mal de questions qui tournent autour finalement de la densité de trafic et de l'augmentation du trafic. Est-ce que ce soit du côté ANFR ou du côté opérateur, est-ce que vous avez constaté des blocages, des situations un peu d'engorgement de ces réseaux, notamment on pense à la zone de son, en tout cas la zone des Hauts-de-Seine, de la petite couronne parisienne. Est-ce que vous sentez déjà que voilà, les réseaux actuels se remplissent et du coup il y a ce besoin de mise à jour? Je vais peut-être répondre, hein, pour côté opérateur. C'est vrai que cette notion de trafic est propre à chaque opérateur. Donc je pense pas qu'on communique vraiment sur ces blocages, justement parce que l'enjeu c'est de justement les anticiper. Et comme je le disais tout à l'heure, en affaire, parfois si on n'a pas encore de 5G, on va rajouter un peu de capacité sur la 4G, mais on le sait, c'est en tout cas moins efficient du point de vue environnemental que de mettre une antenne 5G. Donc à ce stade, il n'y a pas effectivement, je dirais, de grande saturation ou d'effet de blocage, hein. Par contre, on souhaite anticiper, parce que le jour où un blocage arrive, le temps de faire les actions de remédiation, c'est-à-dire de remettre de la capacité, ça prend du temps. Et donc on peut pas se permettre d'arriver devant le mur en se disant finalement comment je vais le franchir. Et c'est bien cette notion d'anticipation quand vous investissez et vous déployez des infrastructures. L'enjeu est d'anticiper. C'est ce qui a été fait, je le rappelle, par exemple, hein, pour le premier confinement. Les opérateurs ont pris 3 semaines avant le premier confinement, hein, sans vraiment savoir d'ailleurs ce qui allait se passer, mais on se doutait bien qu'effectivement, à un moment ou à un autre, des mesures de protection allaient être prises, et les opérateurs se sont mis en ordre de bataille justement pour anticiper, renforcer les capacités et être capable d'absorber ce surcroît de trafic. Et là, c'est exactement la même anticipation. La 5G est bien mis un peu en avance de phase de ces éventuels blocages, justement pour éviter d'arriver devant le mur, sinon il est trop tard. Et quand vous avez un réseau saturé, pour les saturer, ça prend du temps. Et donc l'enjeu pour nous est vraiment d'anticiper, sachant que Sceaux effectivement est en petite couronne, hein, dans les Hauts-de-Seine, donc avec une densité de population assez importante. Et donc l'enjeu va être de s'assurer que sur les points qui est propre à chaque opérateur, parce que les abonnés de chaque opérateur peuvent avoir, je dirais, des habitudes de trafic un petit peu différentes, c'est de s'assurer que lorsqu'on voit des points de trafic, on soit capable
à terme de les absorber. Donc c'est un travail fin que fait chaque opérateur et l'idée bien, je dirais, est bien d'anticiper et d'éviter tout effet de saturation. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez effectivement qu'un citoyen pouvait faire une demande auprès de la NFR pour les mesures. Quelle est la procédure? Quelle est la démarche? En fait, il faut qu'il aille sur le site servicepublic.fr. Ensuite, il y a un document à remplir. Ensuite, il va s'adresser à une entité. Alors, généralement, ce que je disais, c'est souvent les mairies le point central. Le document ensuite arrivera donc à l'NFR dans la direction justement du dirigeant Benoît. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va mandater un laboratoire accrédité COFRAC, totalement neutre, que nous réunirons. Et donc il y aura un rendez-vous de prix avec l'habitant et ce laboratoire qui effectuera les mesures avec les sondes que j'ai montrées tout à l'heure sur place. Alors ça peut être indoor, outdoor, un certain nombre de points. Un résultat qui sera ensuite inscrit sur carte radio. Donc la personne pourra aller consulter, rentrer son adresse et constater le niveau de champ, donc avec la date, le niveau de champ radioélectrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'à l'issue de cette réunion, on va quelque part sur le site, je regarde Laurent, mettre effectivement les informations de connexion sur carte radio, parce que c'est vraiment très précieux. Il y a 2 ou 3 liens avec. Il y a un petit film qui m'a été envoyé par la Fédération française des télécoms aussi, qui permettra d'aller un peu plus loin, voir quelles sont les procédures pour demander des informations plus précises. Est-ce qu'on peut, par exemple, se dire, soit on est mobilisé pour regarder un petit peu de plus près ce qui se passe, est-ce qu'on peut mettre en œuvre des demandes de mesures, je sais pas, 1 fois par trimestre, quelque chose d'un peu systématique sur les mois qui viennent? Alors, je vais répondre en premier temps, mais je pense que Jean-Benoît va répondre parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, il y a un entonnoir, évidemment. C'est la demande. Comme ça, je prends l'avance. Il y a un gros volume de demandes, donc après, ça va dépendre complètement de la direction de Jean-Benoît, parce qu'évidemment, toute la France est concernée. Oui. Mais voilà. Mais nous sommes à Sceaux. Oui, tout à fait. Mais effectivement, oui, après, prendre des rendez-vous, après, ça peut être par groupe. Je sais pas, Jean-Benoît, quel est ton avis? Aujourd'hui, on sait répondre au flux, donc les gens peuvent demander. Alors aujourd'hui, le principe, c'est, on peut demander une mesure, bien sûr, initialement, chez soi ou dans tout espace ouvert accessible au public. Et puis on peut en redemander lorsque l'environnement radioélectrique des stations a changé. Vous voyez, par exemple, il y a de la 5G qui arrive, vous pouvez faire une demande avant l'implantation de la 5G et après. Alors après, demander des mesures, par exemple, tous les jours au même endroit, on va vous dire non parce qu'il n'y a pas eu de changement. Et au niveau de la répétition, on autorise une mesure annuelle sans changement apparent de l'environnement parce qu'on se dit que l'environnement a pu changer. Voilà les règles. Donc si vous demandez une mesure tous les 3 mois, on vous l'accordera si l'environnement radioélectrique a changé. On regardera avec attention ce changement-là, quoi. Ça peut être peut-être pendant la période où il y a une évolution et une installation, puisque pour des nouvelles installations, il y a effectivement la demande qui est faite, mais quand vous utilisez une ancienne antenne en quelque sorte en 5G, je ne pense pas qu'il y ait cette démarche de demande initiale. Aujourd'hui, on fait des mesures 5G avant et après sur tous les types d'antennes, sur tous les opérateurs et sur les types d'environnement rural et urbain. On est vraiment, c'est comme un rouleau compresseur en 4800 mesures comment dire, donc on fait énormément de mesures et on va publier ça. D'ailleurs, les résultats sont publiés au fil de l'eau sur Carte Radio. On est complètement transparent sur les résultats, mais on fera des synthèses plus spécifiques. Et évidemment, les villes peuvent compléter ce dispositif et demander des mesures dans les endroits, souvent c'est des endroits de passage où il y a du monde, mais c'est leur choix en fait. Ça peut être ça peut être des écoles, ça peut être libre à vous de choisir les environnements. Et on peut effectivement vous accompagner aussi parce qu'il y a peut-être des mesures qui ont déjà eu lieu à Sceaux, vu qu'on a 4800 mesures, donc il y a beaucoup d'endroits qui ont déjà été touchés, donc on peut vous accompagner si vous souhaitez faire ça. Et le public peut aussi demander les mesures chez soi ou dans tous les lieux accessibles au public également. Et ce dispositif est gratuit, donc il faut faire une demande de mesure sur le site mesure.anfr.fr, mesure avec un S. Donc le public peut faire, tout le monde peut faire sa propre demande, par exemple chez soi.
D'accord. Je sais voir la variation de avant, après. Ok. Alors, il y avait une question qui était quels usages de la 5G proposez-vous à une agglomération comme la nôtre pour en faire une technologie bénéfique pour l'environnement, c'est-à-dire avec une notion de capteur, une notion de ciblage d'émissions, une surveillance de la pollution locale, par exemple. Est-ce que vous avez des modèles un petit peu ou des préconisations sur le sujet? À nous, on parle pas de pollution sur l'électromagnétisme, parce que on est, comment dire, on parle de niveau de référence, de niveau, de valeur d'attention, de ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on installe des capteurs dans des villes, qui sont connectés pour pouvoir recevoir les valeurs, comment dire, en temps réel sur un site où tout le monde peut d'ailleurs regarder les valeurs en même temps que nous. Ça, c'est comment dire, c'est pour accompagner le mouvement de la 5G pour nos études. C'est comment dire, c'est pas un contrôle que spécifique à l'environnement électromagnétique. Nous, on est intéressé par l'évolution de la 5G, donc on met tous les moyens pour regarder ça avec attention, pour vérifier que les valeurs limites sont pas dépassées et pour regarder aussi ces valeurs d'attention dont on a parlé. Et donc il y a comment dire, des villes qui s'équipent par elles-mêmes. Donc nous, on accompagne aussi ce mouvement-là, mais on n'a pas installé beaucoup de capteurs en réalité. On installe 3 capteurs par ville et on a sélectionné jusqu'à présent, je crois que c'est 5 villes. Et donc il y a Marseille, il y a Paris, il y a bientôt Rouen et Mulhouse, Rouen et non, c'est pas Rouen, c'est Orléans et Mulhouse, et il y a Nantes aussi qui est déjà équipée. Vous voyez, on va s'arrêter là. Donc d'autres villes vont peut-être installer quelques capteurs, on va les accompagner pour les intégrer à notre synthèse, mais le but c'est pas de mettre des capteurs partout dans toutes les villes, en tous les cas pour nous. La question, c'était justement un usage, je dirais, intelligent, un peu de la 5G. Là, par exemple, la métropole du Grand Paris a distribué dans chacune des communes un capteur, dans le cadre de la zone faible émission, la ZFE, un petit capteur qui permet de tester la pollution de l'air. Donc ça veut dire que moi, j'ai un petit capteur et j'ai sur mon téléphone une petite application. Et au fur et à mesure que je me déplace, je peux suivre. Mais voilà, je ne vais pas me déplacer sur toute la ville. Soit il faut multiplier l'ensemble de ces capteurs et se déplacer, soit on pourrait peut-être imaginer l'installation de quelques capteurs pour tester la pollution de l'air ou un capteur, je ne sais pas moi, de température, de façon à se dire est-ce qu'on passe sur la ville. On a un capteur qui existe, qui s'appelle OpenBar. C'est une application qu'on peut télécharger sur son smartphone en Android, qui vous donne le niveau reçu sur votre téléphone, le niveau reçu dans la liaison que vous avez avec votre opérateur. Donc vous avez cet indicateur du niveau reçu en temps réel avec cette application-là, et on entend aussi compléter cette application par d'autres éléments. Aujourd'hui, vous avez les bons gestes qui ont été indiqués par mon collègue, qui sont rappelés dans cette application, et on entend la faire vivre. Donc vous avez déjà des éléments. Alors c'est pas c'est pas le niveau d'exposition global, c'est le niveau reçu par l'antenne sur lequel vous êtes connecté. Donc c'est une partie de l'exposition en fait. Alors là, effectivement, la question qui a été posée par le citoyen sur le chat était plutôt tournée vers la notion, je pense notamment, et la personne pourra réagir si je ne cerne pas sa question, mais notamment sur la question des smart cities. Est-ce que la 5G peut technologiquement apporter quelque chose à ces nouveaux tissus urbains qui vont avoir plus de capteurs? Et on parlait de pollution, pas de pollution atmosphérique, de gestion des bâtiments thermiques, etc. Clairement, oui. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, un de ses intérêts, c'est qu'elle peut contrôler beaucoup plus d'objets connectés. Alors moi, j'ai une application qui existait, j'avais travaillé dessus, recherche. Alors, je pense que ça peut. C'est notamment le transport de récupération des containers de verre. Lorsqu'on fait passer un camion, en fait, on va trouver un graphe optimisé, et donc un container de verre qui sera pas complètement plein, qui a l'intérêt de faire passer des camions, N camions qui vont dégager le CO2, etc., alors que le container, lui, n'est pas plein. Donc, il se passe, ce qu'on fait, on met des capteurs qui discutent entre eux. Et quand le container atteint un certain seuil de 90%, par exemple, eh bien, le camion va chercher un graphe optimisé, un algorithme, et qui va permettre d'optimiser
donc le trajet pour récupérer le verre, par exemple. Donc là, vous imaginez cumuler sur une année le gain en carburant, en CO2. Ça, c'est l'application. Voilà. Alors cet exemple-là, justement, normalement, devait fonctionner à ce moment où il y a eu l'installation des PAVE, puisque tous les PAVE devaient être équipés par des capteurs et qui permettent effectivement de décider de la collecte en fonction de cela. C'est les points d'apport volontaires. C'est les fameuses bornes qui sont. C'est-à-dire, voilà, on apporte le verre, mais on apporte aussi les déchets recyclables, etc. Et la problématique un petit peu qui existe, mais ça c'est une problématique plus générale au capteur, c'est que soit l'entreprise qui a le marché de récolte de ces ordures ménagères, etc., va avoir ses propres capteurs et sa propre application. Et dans ce cas-là, quand elle n'a plus ce marché-là, il y a une véritable problématique de suivi. Soit ce sont des capteurs indépendants, mais dans ces cas-là, la société avec laquelle vous travaillez, qui va faire la récolte des déchets pendant un temps, n'a peut-être pas l'application qui va le suivre. Donc il y a encore un peu d'amélioration effectivement à faire, mais là on trouve en tout cas un intérêt non pas à mettre un capteur pour savoir si sa machine à café, le niveau est bas ou haut, mais par contre effectivement sur des services de ce type. Direct. Voilà, exactement. Ouais, je comprends bien la question. Effectivement. Alors, quelles sont les autres questions? Il est quelle heure? 21h30. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas du tout évoquées? Est-ce qu'on est descendu? Si quelqu'un a une question dont on n'a pas du tout évoqué, n'hésitez pas à faire un petit message. Il y a une question effectivement sur la protection de la vie privée. Est-ce que ce passage à la 5G, pour vous, représente un risque quant à la protection de la vie privée, ou c'est quelque chose qui est différent? Est-ce qu'il y a un impact à ce niveau-là? Alors, je vais répondre de manière assez simple. Je dirais, il n'y aura pas plus d'impact avec la 5G qu'avec la 4G ou avec Internet. La 5G, c'est une technologie radio, donc elle ne fait qu'apporter de l'Internet, comme pour la 4G, la 3G ou l'accès depuis votre ordinateur chez vous. Et donc, elle ne sera pas plus, je dirais, elle ne posera pas plus de problèmes que les technologies actuelles. Et on le rappelle, la vie privée, c'est effectivement aussi l'affaire de chacun pour s'assurer, je dirais, de ne pas communiquer sur Internet ses données personnelles sans avoir donné son consentement. Et là, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient opérateurs ou fournisseurs de services, sont soumis au règlement général de la protection des données, qui est l'un des plus protecteurs dans le monde, et qui permet en tout cas à l'ensemble des usagers de protéger en fait leurs données personnelles et de contrôler pleinement leur diffusion sur Internet. La 5G ne fera ni plus ni moins que les autres technologies d'accès à Internet en la matière, mais on le rappelle, ne publiez pas vos données personnelles sans avoir donné vos consentements. Et aussi en matière de risque de sécurité, n'ouvrez pas de pièces jointes sans savoir d'où elles proviennent. Là encore, la 5G n'augmentera pas le niveau de dangerosité. C'est effectivement les risques de cybercriminalité sont déjà présents sur les réseaux 4G, sur les réseaux Internet classiques. Et ce sont effectivement ces réflexes et ces usages du quotidien qui doivent être répétés souvent auprès des usagers. Alors, il y a une remarque sur le fait que, là, on vient de prendre l'exemple de la collecte des déchets où effectivement, on n'a pas une mesure et un bilan carbone de A à Z de l'ensemble de la chaîne entre le moment où on a créé le capteur, le moment où le camion est passé, il serait peut-être passé pour rien, etc. On ne peut pas là, en, je dirais, 1h30, 1h3/4 de réunion, rentrer dans le menu détail de chacun. Je crois quand on avait parlé, Michel Combeau, avec votre collègue, que vous aviez peut-être des éléments un petit peu de mesure avec impact environnemental de certains types d'applications. Parce que bien évidemment, on ne peut pas prévoir aujourd'hui l'usage qui va être réalisé, l'usage de nos téléphones. Aujourd'hui, on sait à peu près l'usage qu'on en fait. On va dire oui, à usage égal, on a telle consommation, on a tel gain ou pas. Quel sera le prochain usage de nos téléphones? Je pense qu'il est assez difficile de le prévoir.
On n'aime pas le vide, hein, donc peut-être qu'on a besoin d'être en suractivité constamment. Je pense qu'il y a Peut-être aussi qu'il faut revoir notre usage, notre rapport à cet objet. Et peut-être que, pour reprendre un petit peu une question qui avait été évoquée sur le Conseil consultatif des transitions, on vous a effectivement parlé de groupes de travail. On vous a proposé qu'à la suite de cette réunion-là, il y ait la création d'un groupe de travail spécial sur la 5G. Ça va pas être peut-être que sur une antenne, mais peut-être une réflexion plus globale sur les usages que nous pouvons faire ou éviter ou réduire, le comportement que nous pouvons avoir, la prévention, les conseils que nous pouvons donner à nos enfants, à l'ensemble des personnes qui nous entourent. Ça peut être ça, finalement, ce groupe de travail du conseil, du comité consultatif des transitions, qui est de réfléchir à un usage peut-être plus vertueux côté environnement, avec un impact sanitaire sur la santé aussi non négligeable, parce que le téléphone sur l'oreille, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Si vous sortez, vous voyez tout le monde avec un téléphone sur l'oreille ou dans la poche, ce qui est une aberration complète. Et pourtant, on le sait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu aux interrogations concernant le comité consultatif des transitions. Donc, le principe, c'est que à l'issue de cette réunion, ceux qui le souhaitent envoient un mail à Parlons Ensemble. parlonsensemble@so.fr. Ça peut être aussi sous Infomairie, mais c'est pareil, on le remettra sur le site de façon à porter votre candidature pour intégrer ce groupe de travail. La première réunion est déjà planifiée. Je l'ai juste oublié. 5G. La première réunion sera le 16 mars. Le 16 mars à 20h. Vous recevrez bien évidemment un lien. Et en parallèle, on ouvre aussi un espace sur une plateforme, la plateforme numérique qui s'appelle Waller, un espace qui nous permettra effectivement là aussi d'échanger, d'avoir accès aux informations dont on vient de parler, et puis de pouvoir échanger sur différents types de supports. Je pense qu'on a fait le tour du chat. Si quelqu'un dit non, on n'a pas répondu, faites vite un petit message pour nous dire qu'on a peut-être raté son message ou sa question. J'espère en tout cas que cette réunion a pu vous apporter des réponses, a pu vous éclairer aussi sur ces sujets qui sont dans lesquels il y a beaucoup de passion, d'affectif, de crainte. Hein. Tout ce qui change, tout ce qui est différent, ça apporte forcément de la crainte. Et puis effectivement, une notion de recul qu'on n'a pas forcément aujourd'hui sur ces nouvelles technologies. Mais c'est effectivement, je pense, l'usage que l'on en fait et le fait d'avoir de prendre un petit peu plus de sens dans tout ce que l'on peut faire. Écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux... Sur le plan industriel, si je peux rajouter un élément, Oui, comme je disais tout à l'heure, les avantages, enfin les 3 paramètres x10, donc 10 fois plus de débit, 10 fois plus d'objets connectés, 10 fois la latence, la rapidité du traitement de signal. Alors sur le plan industriel, moi j'ai un exemple concret pour les pompiers. Alors évidemment, là, on attaque effectivement la sécurité. Les transferts d'images de drones qui sont utilisés par les pompiers, par la 5G, on n'aura pas de traitement comme on le fait aujourd'hui, traitement d'image. Donc ça sera directement envoyé. Donc les pompiers, en fait, ils voient un intérêt, parce qu'on négocie avec eux. Et donc un transfert d'image direct. Donc un gain de temps phénoménal. On a aussi un autre exemple, nous on travaille avec donc le traitement des navires, hein, puisqu'on contrôle tous les navires en termes radio au niveau de la NFR. C'est le chargement des containers qui sera ultra rapide de par cette technologie. Vous voyez. Et là on est sur l'industrie, on est bien d'accord. Alors l'environnemental, je pense qu'il y aura, je disais tout à l'heure un exemple, il y aura très certainement plein d'usages. Mais sur le plan industriel, effectivement, la rapidité de signal, le traitement de signal, et effectivement, ça se bandera pas uniquement à télécharger un film pour un ado en quelques secondes plutôt que quelques minutes. Ça va aller beaucoup plus loin que ça.
la télémédecine, hein, je sais pas Par si exemple, on n'en a pas parlé de ouais. télémédecine, mais c'est vrai que c'est un sacré atout. Absolument. Et particulièrement, parce qu'on peut être sur un bateau, on peut être aussi dans un pays à l'étranger très loin et pouvoir se faire opérer grâce à un médecin qui est à l'autre bout du monde et qui est plutôt bien équipé. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vraiment vous remercier sincèrement pour votre présence physique et à distance, pour le sérieux de cette préparation et puis je dirais la réactivité face aux questions de l'ensemble des citoyens. Merci à vous en tout cas. Merci aux citoyens aussi qui ont été nombreux à réagir dans le chat. Exactement. Et puis, n'hésitez pas, s'il reste des questions, on a les coordonnées de ces messieurs et on prendra beaucoup de plaisir à les recontacter, à aller plus loin sur certains sujets. Voilà. Mais il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe de travail 5G. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.